Alors, on retrouve sur cette feuille que j'appelle la liste des anions, on retrouve les différents ions possibles. Alors, si on commence par regarder les ions des halogènes, donc les halogènes, c'est ceux qui ont le maximum d'état d'oxydation. Et donc le chlore, il peut être sous forme d'ion chlorure, il peut être sous forme d'ion hypochlorite, chlorite, chlorate et perchlorate. Voilà. Alors, pour retenir le ure, le truc, c'est qu'ils sont purs sans oxygène. Pour retenir les it, moi je raconte une histoire de cornet de frites qu'on mange à deux. Et donc les ions avec une terminaison en it auront 2 oxygènes. Donc ça va être le ClO2-, le chlorite, mais ça va être le NO2-, le nitrite. Il est ici quelque part. Nitrite a aussi 2 oxygènes, pardon. Après, le bromite, le iodite, le fluorite vont tous être avec 2 oxygènes. Donc les frites, ça se mange en couple par 2. Après, on a les frites CE3. Après, on a les hâtes. Les hâtes, ça fait penser plus aux patates. On est en Belgique ici, hein, les frites et les patates. Et les patates vapeur, on les prend plutôt dans un baby cook à partir du moment où on est une petite famille de 3 avec un bébé. Et donc les patates, c'est plus gros qu'une frite, on mange ça par 3. Voilà, alors là c'est valable pour le chlorate, c'est l'O3, le carbonate, avec aussi 3, le nitrate. Après il y a le bromate, l'iodate, le fluorate. Voilà, alors toujours dans la famille, mais uniquement pour les halogènes, il y a ceux qui sont des toutes petites frites, donc au lieu d'avoir des frites à 2, ils n'ont qu'un seul oxygène. Dans ce cas-là, on parlera d'hypochlorite. Hypo, on entend hypoglycémie, c'est un préfixe qui veut dire très peu, trop peu. Et si on en a 4, parce que les halogènes vont de 1 à 4, on va avoir cette fois-ci une patate, mais ce sera une super patate. Et donc là, on en a 4, c'est le perchlorate. Ok, alors parmi les ions en ure, un qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est l'hydrure. Il est possible d'avoir un ion H-, malgré qu'on a plus l'habitude de voir H+, de l'acidité, le proton tout nu. L'hydrogène, son ion stable, c'est bien l'hydrure. Et donc quand l'hydrogène va faire une molécule, un sel, il va être du côté du non-métal. Et donc devant, il y aura un métal. Donc ça, c'est une molécule qui n'est pas un acide, mais une molécule qui est un sel. Voilà, donc quand je vous dis les frites sont à 2 oxygènes, les patates sont à 3 oxygènes, c'est valable pour tous les groupements, sauf 3 exceptions. Alors les 3 non-métaux exceptionnels, c'est ceux de la PlayStation chromée. Eux, ils ont besoin de plus d'oxygène. J'imagine quand on joue trop aux jeux vidéo, on doit s'oxygéner. Donc les frites sont à 2 plus 1, ils sont à 3. Et les patates sont à 3 plus 1, ils sont à 4. Donc pour le phosphore, on a le phosphite à 3 oxygènes, alors qu'il devrait en avoir 2. Le phosphate à 4 oxygènes, pareil pour le sulfite et le sulfate. Et le chromate, donc il faut voir une PlayStation dernière génération, tout en chrome, tout doré. Voilà, donc ça c'est pour le nombre d'oxygènes. Pas d'oxygène ure, 2 oxygènes it, 3 oxygènes at. Si on en a 4, c'est per-at. Et si on en a que 1, c'est hypo-it. Et les 3 exceptions, phosphore, soufre, chrome, qui eux ont des it à 2 plus 1 et des at à 3 plus 1, 4. Après, une fois qu'on a trouvé le nombre d'oxygènes, il faut aussi s'attaquer à la valence. Alors là, ça peut être très facile. C'est facile pour la plupart des atomes. Il y a juste pour le carbone et l'azote qu'il va falloir vraiment étudier par cœur. Alors le carbone et l'azote, ils font déjà le cyanure. Donc ça, c'est un carbone et un azote de valence 1, le cyanure. Vous pouvez chercher partout dans le tableau, il n'y a pas d'atome de cyan qui donne l'ion cyanure. Il n'y a pas d'oxygène, donc c'est pour ça qu'il a la terminaison ure. Sachez que le cyanate existe. C'est OCN, de valence 1 aussi. Et après, il y a le thiocyanate, mais je ne crois pas qu'ils vont aller jusque-là pour l'examen d'entrée. Ok, alors, pourquoi est-ce qu'il faut savoir par cœur des choses sur les carbones et l'azote? Donc, il y a déjà ce cyanure. C'est parce qu'en fait, l'anion n'a pas la même valence que le X seul. Donc, le XO- n'a pas la même valence que le X-. Donc, le carbone, il est dans la colonne 4 et il a une valence 4. Et donc, il ferait un ion carbure à 4-. C'est assez rare, mais le carbure de calcium existe. Donc, Ca2C, ça existe. Et le carbonate, lui, n'a qu'une valence de 2. Donc, ce n'est pas la même valence entre le
X seul et le groupement. Pareil pour l'azote. Le X seul a une valence 3, comme sa colonne. L'azote est dans la colonne 5, il a 3 points. Mais ces ions, nitrite et nitrate, ont une valence 1. Donc ça, il faut vraiment étudier par cœur. Et l'azote, il a encore en plus la difficulté d'avoir aussi un ion positif, aussi de valence 1, qui est l'ion ammonium. Les valences à savoir par cœur, c'est ceux du carbone et de l'azote. Tous les autres, il ne faut absolument rien savoir par cœur. C'est ultra facile à trouver dans le tableau périodique. Donc les halogènes, vous voyez qu'ils ont un seul moins, le chlore, l'hypochlorite, le chlorate, machin. C'est parce que le chlore, dans la famille des halogènes, il a 3 barres, 1 point, donc de valence 1. Donc tous les ions du chlore, X tout seul ou XO, seront de valence 1. Pareil pour ceux du phosphore. Le phosphore, il est de valence 3. Et phosphite, phosphate aussi de valence 3. Donc ils sont tous de valence 3, comme l'atome porteur. Donc là, il n'y a rien à savoir, juste à connaître les structures de Lewis des familles. Donc pour le soufre, dans la famille 6, la structure, elle est avec 2 points, donc valence 2 pour le sulfure, pour le sulfite et le sulfate. Il ne faut même pas étudier par cœur que c'est SO3-. Le carbonate, c'est un peu plus subtil. Pardon, le chromate, il est dans une colonne 7B. C'est là que je vous avais dit de revoir les chiffres des colonnes. Donc, il y a, dans la première vidéo, j'en parlais déjà un peu, quand on regarde le tableau périodique avec les 18 groupes du tableau qui vous est fourni à l'examen d'entrée, les 1A, c'est 1 et 2, et puis il y a le grand trou des familles B, les 10 colonnes des familles B, et puis la suite des familles A qui suit là-bas. Donc, avec les écritures des structures de Lewis qu'on est en train de regarder ici, le nombre de points. Pour les familles B, il faut savoir qu'on numérote après la 1A et la 2A, on est parti sur la 3B. Donc 3, 4, 5, 6, 7B. Et puis il y a 3 colonnes 3B. Et puis on reprend 1B, 2B avant de repartir à la 3A. Donc ça va nous aider de savoir tous ces numéros de famille B. Par exemple pour le chrome. Le chrome est dans une famille 6A. Alors comment savoir la valence du chromate? Alors que le chrome, il a plusieurs valences comme un ion positif. Et donc déjà, dans ce XO ici, c'est un petit peu un X qui n'en est pas vraiment un, puisque c'est un métal. Mais pour savoir la valence de ce chromate, donc on regarde la colonne du chrome, et donc c'est une colonne 6B. Et la valence d'une colonne 6B, c'est la même valence qu'une colonne 6A, c'est 2. Et donc on peut retenir comme ça que le chromate a une valence 2. Alors tant qu'on est au chromate, et donc à son exception que le suffixe at, c'est 3 plus 1, comme le phosphore, comme le soufre, il y a du dichromate aussi. Alors le dichromate, vous avez en fait 2 chromes, et c'est pour ça que vous avez dichromates. Alors vous allez me dire, c'est 3 ou c'est 2 oxygènes par chrome? Mais c'est un peu des deux. Donc imaginez qu'un a pris 3, l'autre a pris 4. Et le dichromate est donc Cr2O7. Donc celui-là, il est déjà tombé quelques fois. Et donc la valence du dichromate est la même que la valence du chromate, qui peut être retrouvée. Je n'ai pas dit que ça vient de là, hein. Je dis on peut avoir un truc mémotechnique avec les numéros des colonnes B. Donc valence 2. Et tant qu'on y est, on va regarder quelqu'un qui est dans une colonne 7B, le manganèse. Ben, le manganèse, il fait du permanganate. Donc lui, il est A4. Oxygène, il prend le nom comme pour le perchlorate, le périodate. Et la valence du permanganate, on la trouve parce qu'il est dans une colonne, cette fois-ci 7B, juste à côté de celle du chrome. Et des colonnes 7, elles ont un seul point. Et donc on retrouve la valence 1 du permanganate. Après, tant qu'on est encore à regarder les valences, même si ce n'est pas un anion, l'argent, il a une valence 1 parce qu'il est dans une colonne 1B, et le zinc, il a une valence 2 parce qu'il est dans une colonne 2B. Donc ça, ce sont des métaux de transition qui n'ont qu'une seule valence, et donc il faut la connaître, parce qu'elle ne vous sera pas donnée dans le nom. On vous dira du chlorure d'argent. Il y a où de savoir que sa valence est 1, par exemple, ne sera pas marqué entre parenthèses. Donc il reste à s'attaquer aux ions hydrogénaux. Alors c'est quoi des ions hydrogénaux? C'est des groupements, donc c'est un ensemble covalent, mais qui est chargé. Donc c'est des anions, hein, toujours, on est toujours dans la liste des anions, mais qui sont partiellement neutralisés par une liaison covalente avec l'hydrogène. Donc ça va concerner des X et des XO qui sont de valence 2, et qui, avec un atome d'hydrogène, vont perdre une valence. Donc quand l'hydroxyde, par exemple, de valence 2,
se lie à un hydrogène et donc donne l'hydroxyde, il n'est plus que de valence 1. Donc chaque fois qu'on lie un hydrogène, on perd une unité de valence. Voilà. Et donc vous imaginez bien que quelqu'un qui démarre avec une valence 3, il va pouvoir lier un hydrogène et perdre une unité de valence. Il va pouvoir lier deux hydrogènes et perdre 2 unités de valence. Donc le phosphate a une valence 3. L'hydrogénophosphate une valence 2, puisque c'est 3 moins 1. Et le dihydrogénophosphate une valence 1, parce que c'est 3 moins 2. Donc je vous rappelle que le phosphate démarre avec une valence 3 parce que le phosphore est dans une colonne 5A. 5A. Voilà, donc une liaison covalente avec 2H fait perdre 2 unités de valence. Alors, pourquoi est-ce que ces ions hydrogénaux n'existent que pour des X et des XO qui sont déjà de valence 2 ou 3? Parce qu'il faut que ça reste des ions. Donc si vous êtes avec un sulfure qui prend un H et qui devient de l'hydrogénosulfure, donc le sulfure de valence 2, de valence 1, si vous imaginiez que vous faites du H2S et vous perdez encore une unité de valence, dans ce cas-là, vous vous retrouvez avec le sulfure d'hydrogène. Donc ce n'est plus un ion, c'est une molécule neutre. Et donc la nomenclature des ions hydrogénaux, faites attention, ça ne concerne que des anions, des HXO, mais qui sont encore chargés. Ne venez pas confondre la nomenclature des acides, HX et HXO, qui eux sont neutres, ils sont non chargés. Alors c'est assez difficile de dire d'un acide qu'il est neutre, puisqu'il est acide, mais voilà, c'est plutôt au niveau des charges. Donc les acides binaires et ternaires, ils ont leur propre nomenclature qu'on a déjà vue avant. Et donc un exemple d'ion hydrogénaux très courant, c'est le bicarbonate de soude, le NaHCO3, donc celui qu'on utilise comme poudre à lever et pour beaucoup d'autres usages. C'est de l'hydrogénocarbonate de sodium. Alors hydrogénocarbonate, il est aussi appelé bicarbonate, mais ce n'est pas son vrai nom. Donc son vrai nom, c'est hydrogénocarbonate. Et donc l'hydrogénocarbonate, comme le carbonate a une valence 2 au départ, l'hydrogénocarbonate n'a plus qu'une valence 1, puisqu'on fait chaque fois moins 1 pour les valences, puisque l'hydrogène occupe un point de valence. Voilà, donc le sodium une valence 1, l'hydrogénocarbonate une valence 1, et ça se passe comme ça. Alors imaginons que vous avez maintenant du MgH2PO4, donc ça c'est du dihydrogénophosphate de magnésium. La valence du magnésium est 2, l'hydrogénophosphate a une valence 1, et il faut bien mettre une grande parenthèse aux grands groupements hydrogénaux et croiser les valences. Voilà.